on parle beaucoup de ce certificat de résidence fiscale, mais il faut comprendre que les lois aussi n'arrêtent pas de changer et il y a beaucoup de réformes qui se rajoutent. Donc c'est très important d'en parler et le fait que l'administration fiscale israélienne devient de plus en plus dure pour fournir ce document, c'est que ce document est important. C'est comme ça que ça marche en Israël. À partir du moment où l'administration fiscale embête les personnes à obtenir un document, c'est qu'il y a vraiment un intérêt dans ce document. Maintenant, le certificat de résidence fiscale, en principe, c'est l'administration fiscale, lorsqu'elle fournit un certificat de résidence fiscale, c'est pour une année ou pour des années antérieures. Je vous donne un exemple. C'est un document qui est écrit en anglais, qui est marqué Certificate of Fiscal Residence for tax year pour l'année. Par exemple, dans notre cas, 2023, puisque 2024 n'est pas terminé. Et ça prouve qu'aux yeux de l'administration fiscale israélienne, ce contribuable est bien résident fiscal israélien, même s'il n'est pas contribuable. C'est-à-dire que même si une personne qui n'a pas de dossier aux impôts, c'est une personne, par exemple, qui est dans ses 10 ans d'exonération et qui perçoit une retraite de France et qui veut obtenir un certificat, alors il ira dans une branche qui est dédiée aux personnes qui n'ont pas de dossiers fiscaux et il obtient un document qui prouve qu'en fonction de l'administration fiscale israélienne, la personne a répondu positive aux critères demandés par l'administration fiscale. Alors, la certificat de résidence fiscale, la résidence fiscale, il y a deux critères qui sont connus, qu'on n'arrête pas de répéter. Il y a le critère objectif, c'est le critère du nombre de jours, 183 jours par an ou 425 jours sur les 3 dernières années, avec un minimum de 30 jours dans l'année en cours. En principe, une personne qui passe plus de 6 mois par an dans un pays est considérée comme résidente fiscale de ce pays. Maintenant, il y a le deuxième critère qui est des fois négligé parce que c'est un peu plus dur d'obtenir ce certificat via ce critère, mais c'est un critère qui est encore plus fort, on va dire, que le nombre de jours, étant donné qu'on n'est pas obligé de passer un certain nombre de jours pour obtenir ce certificat. Le deuxième critère, c'est un critère subjectif qui s'appelle le Merkaz Chaim. Le Merkaz Chaim, c'est le centre de vie, c'est la traduction littérale, Merkaz Chaim. Si une personne est en mesure de justifier que son centre de vie se trouve en Israël, eh ben, il pourra obtenir ce certificat, même s'il n'a pas passé le nombre de jours qui est écrit dans le critère objectif, qui est de 183 jours. Mais c'est très important de préciser que ce nombre de jours, que ce centre de vie, c'est un critère qui est vraiment super important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en Israël et qui se sentent un petit peu emprisonnées ici, ou obligées de compter le nombre de jours. Est-ce que j'ai passé 183 jours ou non? À partir du moment où la personne fait d'Israël son pays principal de résidence et que cette personne n'est plus résidente fiscale française et qu'à partir de ce moment-là, son pays de résidence est en Israël, même si elle voyage et même si elle séjourne en dehors d'Israël un peu plus que 6 mois, mais qu'on peut prouver à l'administration fiscale que c'est Israël le pays où le centre de vie est établi, alors cette personne pourra obtenir un certificat de résidence. Donc, pour obtenir ce certificat, parce que Georges nous a demandé d'introduire ça comme ça, pour obtenir ce certificat, il faut tout d'abord, si on a le nombre de jours, il faut éditer du ministère de l'Intérieur, il y a en ligne, on peut faire la demande en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, les entrées et sorties du territoire pour l'année demandée. Maintenant, si par exemple en 2023, vous avez passé 250 jours, donc on est au-dessus de 183 jours, donc on peut obtenir ce certificat de résidence fiscale, mais c'est très important de vous préciser que si en 2024, la personne n'était pas en Israël, alors le fisc israélien peut s'opposer à vous fournir ce document. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, il ne faut pas s'arrêter seulement au nombre de jours que j'ai passé en 2022 ou en 2023 et penser qu'on va automatiquement obtenir ce document. Il faut prendre en compte que l'administration fiscale israélienne regarde vraiment tout et fait tout pour ne pas vous le donner, ce document. Donc, pour obtenir ce document, si on a plus de 183 jours, bien entendu, fournir ce document, ses entrées et sorties, prouver qu'on a un appartement ou qu'on est locataire, qu'on a des factures d'eau, d'électricité, qu'on habite vraiment en Israël. Et c'est vrai que en 2014, 2015, 2016, on va dire que le fisc israélien n'était pas vraiment très pointueux là-dessus. Aujourd'hui, lorsqu'on veut obtenir un certificat de résidence fiscale, il regarde vraiment tout. Parce qu'à partir du moment où il se positionne et détermine la résidence d'une personne en Israël, il y a énormément de répercussions depuis l'échange d'informations ou avec les nouvelles lois qui sont en cours que Nathaniel va vous parler, les nouvelles réformes. Donc c'est très important d'essayer d'amasser le maximum de justificatifs qui prouvent que votre centre de vie
et que si jamais vous avez le nombre de jours, également que le nombre de jours est supérieur à 183 jours pour obtenir ce certificat. Bravo. Et je rajoute juste sur sur cet aspect-là qu'effectivement, il y a des nouvelles lois qui sont en cours de modification par l'administration fiscale israélienne. Il y a notamment la loi principale qui va passer pour toutes les personnes qui feront leur alia après le 1er janvier 2026. Je rappelle que actuellement, les personnes qui sont résidentes fiscales israéliennes dans les 10 premières années de leur alia, ils n'ont pas besoin de déclarer leurs revenus et leurs actifs à l'étranger. Ils ne déclarent uniquement que ce qui est produit et généré depuis Israël. Donc, si une personne travaille depuis Israël, elle doit créer une société en Israël et facturer la prestation de son service depuis Israël. Mais si une personne est retraitée ou bien si elle a des revenus locatifs à l'étranger, par exemple, ce sont ce qu'on appelle des revenus passifs qui ne sont pas produits et générés en étant en Israël. Et par conséquent, la loi actuelle pour un résident fiscal israélien permet de ne pas avoir besoin de déclarer l'existence de ces actifs et de ces revenus. À partir de 2026, les critères de résidence fiscale resteront a priori les mêmes, même si là-dessus je ferai une petite remarque, mais il y aura une obligation déclarative pour tout résident fiscal israélien. Je précise bien, c'est une obligation déclarative. Il n'y aura pas d'impôt à payer. L'exemption fiscale pendant les 10 premières années, a priori, reste en place, mais il y aura à présent une obligation déclarative pour toutes les personnes qui résident en Israël. Israël aura tous les ans la possibilité de recevoir via votre déclaration l'intégralité de vos actifs et l'intégralité de votre patrimoine. Deux précisions importantes. Je rappelle qu'en Israël, il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine, en tout cas pas pour l'instant, pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt non plus sur les fortunes immobilières, donc pas d'IFI. Donc c'est le fait de devoir déclarer son patrimoine à l'étranger n'a aucune conséquence monétaire dans l'immédiat. Par contre, le fait de devoir déclarer ses revenus à l'étranger va en fait donner la possibilité au fisc israélien de vous contrôler tous les ans et de venir vérifier si effectivement, ce que vous appelez dividende à l'étranger correspond bien à des dividendes, si c'est pas un salaire qui est déguisé, par exemple, ou bien si les bonus que vous avez touchés parce que vous travaillez dans un family office et vous touchez des bonus tous les ans sur les clients que vous aviez fait rentrer dans le family, est-ce que finalement ça devrait pas être déclaré une partie en Israël, etc. Donc on comprend que le paysage fiscal israélien va sensiblement évoluer à partir de 2026. Et également, un autre élément important, c'est que Israël va mettre en place, toujours dans le cadre de cette nouvelle loi, comment dire, des contrôles et des examens qui sont beaucoup plus binaires sur le principe de résidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui fait même un petit peu plus que 183 jours, c'est pas certain qu'elle est considérée comme résidente fiscale. Une personne qui fait un petit peu moins que 183 jours, on peut dans certains cas prouver qu'elle l'est quand même parce que, par exemple, il est retraité, il s'amuse à faire le tour du monde, mais c'est en Israël qu'il a sa résidence, etc. À partir de 2026, le nombre de jours que vous allez passer en Israël sera beaucoup plus important et nous permettra d'avoir une décision beaucoup plus catégorique sur le fait si oui ou non vous êtes résident. Alors Israël se réserve toujours un tiroir de secours, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas passé 183 jours que vous ne serez pas résident. Par contre, si vous avez passé, si vous atteindrez le nombre de jours, alors c'est 183 jours si vous êtes en Israël, sinon c'est 90 jours, et si votre épouse elle-même a fait 183 jours, alors vous serez considéré comme résident de facto parce que votre épouse elle est là. Enfin, il y a toute une série de tiroirs et d'options disponibles qu'Israël se réserve le droit et se réservera le droit d'appliquer. Donc pour l'instant, la loi, elle est telle qu'elle est, et on la connaît, on a fait plusieurs interventions là-dessus, mais faites bien attention, dans les prochains mois, cette loi et ce statut de résident fiscal, qui est très très important, va sensiblement évoluer. Alors, moi, je voudrais parler maintenant côté français, puisque on vient de parler du certificat de résidence fiscale. Quelle est l'utilisation qu'on peut avoir de ce document et pourquoi il est important? D'abord, vis-à-vis de l'administration fiscale, cela crée une présomption de résidence fiscale en Israël. Présomption, pourquoi? Parce que un document de l'État d'Israël indiquant qu'une personne est résidente fiscale est opposable à la France. Alors, ça ne veut pas dire, dans le cadre de l'analyse des faits, que on ne pourrait pas avoir des difficultés, une remise en cause par la France de la résidence fiscale. Mais on va dire dans, allez, 4/5 des cas, cela règle le sujet de la résidence fiscale. Donc, il est important,
Parce que le vrai sujet aussi, parmi les résidents fiscaux français qui se trouvent en Israël, est la durée du séjour. Même si la durée du séjour côté France de 6 mois n'est pas obligatoirement une règle de base, hein, j'invite tout le monde à lire la convention fiscale entre la France et Israël. Et vous vous rendrez compte que, comme toutes les conventions signées par la France, à l'exception de quelques-unes, notamment le Qatar, on ne parle pas d'un nombre de jours, mais d'une durée de séjour. Donc il y a une analyse un peu plus fine et on a notamment des décisions de jurisprudence qui considèrent que des Français, des résidents fiscaux étrangers qui sont restés en France 5 mois dans l'année ont été considérés comme résidents fiscaux français. Ou même, cas encore plus particulier pour calmer un peu les ardeurs, j'ai le cas, hein, et tous les fiscalistes ont le cas lorsqu'ils font de la fiscalité internationale. La France considère des résidents fiscaux étrangers, résidents fiscaux français, alors qu'ils n'ont jamais mis le pied en France depuis plusieurs années. Au regard, par exemple, de la notion de centre des intérêts économiques. Donc, il faut avoir une certaine importance. Moi, ce document, j'aime bien l'avoir dans mon dossier, quelle que soit la destination de mes clients. Et je leur demande de se débrouiller, d'obtenir tous les ans pour qu'on ait dans le dossier parce que il arrive souvent que l'administration et le service des non-résidents nous demandent de prouver ou de donner un document. Quand on leur envoie dans l'heure un certificat de résidence fiscale, le dossier, quasiment automatiquement, il est refermé. Donc, c'est un élément, c'est pas une preuve irréfragable, mais c'est une preuve importante. Et puis après, on va avoir besoin du certificat de résidence fiscale pour la réalisation d'un certain nombre de documents. Premièrement, on va parler des banques et des compagnies d'assurance. Souvent, on va vous dire, quand vous êtes non-résident, pour ne pas avoir à payer en France les contributions sociales, on va vous demander de faire tamponner en Israël, dans le cas présent, un formulaire CERFA 5000 ou 5001. L'habitude du fiscaliste français, c'est de dire, je ne rentre pas dans un formulaire, je vais donner un document plus large et beaucoup plus intéressant, donc le certificat de résidence fiscale. Ça a une importance parce que je rappelle, pour ceux qui ont un contrat d'assurance vie en France et qui deviennent non-résidents, à la démonstration de leur résidence fiscale étrangère, ils ne seront plus soumis en France aux contributions sociales. Donc, on a ce sujet et différents sujets entre, on va dire, pour les banques et les compagnies d'assurance. On a un autre aspect où c'est relativement intéressant, il s'agit des retraites. Alors, je rappelle qu'en France, depuis 2019, on est soumis au prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est le prélèvement automatique sur les retraites d'un montant proportionnel de l'impôt déterminé par rapport au montant de l'impôt en N-1. Et qu'est-ce qui se passe? Si on considère qu'une personne va quitter la France le 15 mai, on sait qu'au regard de la convention fiscale, les retraites privées ne seront plus dues et imposables en France. Le souci, c'est que cette décision, elle dépend des caisses de retraite. Donc, lorsqu'on écrit aux caisses de retraite qu'on n'a pas encore d'avis d'imposition, parce que le propre d'un départ en 2024, c'est que vous n'aurez pas un avis d'imposition en qualité de non-résident avant septembre 2025, c'est d'attendre généralement 6 mois et notamment de passer à l'année civile suivante, donc début 2025, obtenir un certificat de résidence fiscale pour l'opposer aux compagnies d'assurance et qu'elles cessent de stopper, de payer ou de prélever indûment de l'impôt sur les retraites. On peut parler de sommes importantes parce qu'on sait que les caisses de retraite vont mettre en pratique des fois 6 mois, mais quelquefois un an, voire plus, pour stopper ce prélèvement qui n'a plus d'assises en termes de droit, puisque la convention fiscale applique bien pour les retraites privées l'imposition dans l'état de résidence. Donc,
Sur le certificat résidence fiscale, il est important de l'obtenir vis-à-vis de la France parce que vous avez été résident fiscal français pendant un certain nombre d'années et que vous allez pouvoir l'opposer à l'administration et à des tiers qui sont aussi bien des compagnies d'assurance, des banques ou des caisses de retraite. Voilà moi ce que je voulais préciser côté français et c'est pour ça qu'on a constamment besoin de ce document. Alors, je comprends bien qu'en Israël, on va avoir une évolution avec la déclaration, on va dire, réelle de tous les flux, même si on n'est pas imposé en Israël pendant 10 ans au regard du système Olé. Néanmoins, pour nous, fiscalistes, la preuve de la résidence fiscale, elle est plus donnée par un certificat que par une déclaration d'impôt. La Ça, c'est déclaration d'impôt, surtout en hébreu, il faut être capable de l'analyser. Même un fiscaliste français a du mal à l'analyser, tandis que le certificat de résidence fiscale, qui est souvent, alors vous avez peut-être, mais je l'ai jamais vu en français. Il me semble que moi je l'ai toujours eu en anglais. C'est ça, hein. D'Israël, Ouais, elle sort il en sort toujours anglais, en hein. anglais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Elle sort en anglais et c'est parfait pour l'administration fiscale française. Je vous redonne la parole. Excuse-moi, il y Il a y a un une point. question de David, je pense, qui te concerne. Sur la messagerie, tu la vois ou tu la vois pas la question? Alors, tu parles à qui déjà? À toi, Georges, Alors, puisque tu es le côté français, toi. oui, mais attends, parce que je l'ai pas mis la messagerie. Peut-être Nathanaël, vas-y. T'allais prendre la Ok. parole et après je vais Ouais. regarder la réponse et je répondrai. Ouais. Ok. Maintenant, par rapport à ce que Nathaniel a dit de cette nouvelle réforme, qu'à partir de janvier 2026, on sera également obligé de déclarer les revenus qu'on a en dehors du territoire. On ne sera pas imposé, mais on sera obligé de déclarer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur alia et qui vont faire leur alia. Moi, personnellement, ces 2 dernières semaines, j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui disent, ouais, mais dans tous les cas, mon alia, elle va être actée avant 2026 par rapport à cette loi des 10 ans pour en bénéficier. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, on en avait parlé une fois chez Rachel, entre guillemets, vraiment, on avait ouvert une petite parenthèse là-dessus, mais c'est important par rapport au certificat de résidence fiscale. Il y a déjà eu une achlatat misoui, c'est une décision des impôts, d'une personne qui a quitté Israël, et lorsqu'il est revenu, il ne pouvait plus bénéficier de cette exonération et il devenait comme quasiment comme tout contribuable israélien. Donc, c'est très important de savoir qu'à partir du moment où on a le certificat de résidence fiscale, ce problème ne se pose plus. C'est-à-dire que même si le fisc israélien vont essayer de remettre en question le départ du territoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties d'Israël et qui sont revenues après, mais qui sont parties pour des raisons qui sont explicables par rapport aux impôts, lorsqu'il y a un décès d'une personne proche de la famille, lorsqu'il y a une maladie. J'ai des clients qui se font traiter, qui sont en chimio en France et qui sont obligés de se faire suivre par leur médecin depuis toujours. Donc, par rapport à la fiscalité, les jours en dehors du territoire, lorsque c'est par rapport à une maladie, c'est pas pris en compte dans le décompte du nombre de jours. Maintenant, si on se dit, bon, ok, la personne était malade, mais il revient 3 ans après en Israël en sachant qu'en 2020, il était malade. Israël, si elle veut arrêter son exonération de 10 ans, elle pourra très bien dire, mais non, en 2020, tu n'étais pas là. Et de venir essayer de prouver lorsqu'Israël attaque, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on leur dit, mais attendez, c'est vrai que j'étais pas là toute l'année, c'est vrai que je me suis absenté longtemps, mais vous m'avez fourni un certificat de résidence fiscale. Là, il ne peut plus avoir ce problème de remise en question de cette exonération de 10 ans. Donc, à part le fait qu'en 2026, tout le monde sera obligé, enfin toutes les personnes qui viennent après 2026, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, à chaque fois on me dit donc en fait il me reste qu'un an. Non, toutes les personnes qui sont venues avant 2026, ils en bénéficieront pendant 10 ans de cette exonération de 10 ans d'impôts et d'exonération d'impôts. Maintenant, les personnes qui viennent à partir de 2026, c'est-à-dire que dans leur Théoudat Olé, c'est mentionné que leur date d'Alia a été actée après janvier 2026, ceux-là ne pourront pas bénéficier. Mais à part ça, même les personnes qui sont venues avant 2026, mais qui ont dû quitter Israël pendant un certain temps, même ces personnes-là peuvent se voir enlever cette exonération de 10 ans à moins qu'il peut se prouver que vraiment chaque année, ils étaient vraiment résidents fiscaux israéliens. Donc c'est très important, on n'arrête pas de le répéter. Les certificats de résidence fiscaux ont commencé à devenir à la mode lors de l'échange d'informations. Les banques avaient besoin des fois de savoir est-ce que cette personne était résident ou non. Mais maintenant, plus les taux se resserrent sur les Olim Kardashim, plus ce certificat de résidence fiscale est vraiment important. Et même
si on n'en a pas forcément besoin pendant une certaine année, c'est bien que les 10 ans qui suivent la LIA, d'être en mesure d'avoir un certificat de résidence fiscale. Maintenant, une personne qui est là à 360 jours par an et que sa famille est là, que son centre de vie est là, lui en aura besoin peut-être pour la France, dans certains cas, comme la retraite ou la caisse retraite, etc. Mais à part ça, par rapport à Israël, il n'y aura aucun problème pour cette résidence fiscale. Donc il y a une question, je crois, Rachel Chedi. Alors, je vais juste répondre parce qu'il y avait une question tout à l'heure, mais ça va être rapide, hein. Est-ce aussi ce document qu'il faut produire pour éviter la... Alors non, j'étais avant, je crois qu'on C'est parlait de la David taxe Fauconnier qui a foncière. posé la question. Ça te Voilà, concerne, Georges. voilà. Est-ce que je continuerai à payer la taxe foncière en France une fois résident fiscal en Israël? Ben oui, parce que la taxe foncière, elle est liée à la propriété d'un bien immobilier en France et pas au fait d'être résident de tel ou tel pays. Par contre, vous aurez en plus, parce que vous aurez gagné au loto, vous aurez le droit, en plus de la taxe foncière, d'avoir une taxe d'habitation, puisque en France, la taxe d'habitation ne concerne pas la résidence principale et par définition, un non-résident n'a pas de résidence principale en France, mais que des résidences secondaires. Et Euh, Georges, tu veux aussi aborder le point de vue de l'IFI sur les personnes qui ont la nationalité mais ne peuvent pas produire de certificat de résidence. C'est important de rappeler que ces personnes-là restent redevables de l'IFI s'ils n'arrivent pas à prouver qu'ils sont résidents fiscaux israéliens. alors attention, l'IFI. L'IFI à l'étranger, je parle, hein. L'IFI sur les biens étrangers. Oui, 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 oui. Mais ça recoupe le même sujet parce que pour moi, quelqu'un qui n'est pas résident se voit impacté au niveau aussi bien de l'impôt sur le revenu que de l'IFI. Mhm. Mais effectivement, on peut avoir une personne qui n'a pas de sujet en France d'impôt sur le revenu, mais d'IFI, la remise en cause de sa résidence et donc l'absence de certificat de résidence fiscale israélien le rendra imposable, et imposable pas uniquement sur les biens français, mais aussi sur les biens mondiaux qu'il détient, on va dire, partout. Donc, c'est pour ça qu'il est important, mais il est aussi avant tout nécessaire de structurer sa résidence fiscale israélienne et de son départ de France, puisqu'il faut savoir avec quoi on joue et quels sont les éléments de considération. Donc, on a des incidences aussi bien en matière d'impôt direct, impôt sur le revenu, mais l'impôt sur la fortune soulève souvent plus de sujets, notamment pour les personnes retraitées qui ont peu d'actifs immobiliers qui sont loués en France, mais des actifs qui sont liés à une ancienne résidence principale et une ancienne résidence secondaire, et on se retrouve facilement à l'impôt sur les à l'impôt sur la fortune, alors que on explique qu'on est résident fiscal israélien. Oui, mais Georges, pour que ce soit bien clair, avec ou sans certificat de résidence fiscale, on est assujetti à l'IFI pour les biens en France. Oui. Oui, mais là, Alors, je rajoutais les biens israéliens, c'est-à-dire quelqu'un qui ne démontre pas sa résidence fiscale israélienne, le risque, c'est qu'en plus des biens français, on lui rajoute ses biens israéliens. De toutes les manières, un résident fiscal étranger, tu as raison de le préciser, moi j'étais sur le petit supplément, doit toujours payer un impôt sur la fortune en France sur les biens détenus directement ou indirectement en France. si ça dépasse 1,3 million. Oui, alors j'avais une autre question. Alors, Olivier Rosenthal pose la question, mais je pense qu'on a répondu comment obtenir ce document. Est-ce aussi ce document qu'il faut produire pour éviter la taxe sur les métaux précieux quand on les vend en France? Alors, j'ai beaucoup de clients spécialisés dans le domaine, mais alors là, ça c'est une colle. Je ne sais pas. Parce que de toutes les manières, vous avez un sujet que là, vous ne voyez pas, c'est un sujet douanier. C'est-à-dire, pour avoir de la taxe sur les métaux précieux, ça veut dire que est-ce que vous avez importé en France des métaux précieux? Est-ce que vous les aviez auparavant? Donc, si vous les avez auparavant et que vous invoquez une résidence fiscale israélienne, ouais, ça va être un peu particulier. Non, alors là, pour le coup, j'ai pas la réponse. Vous ne pourrez passer que pour le stade de la consultation, parce que alors là, c'est un peu trop précis.
Et puis, on a une autre question, on va voir si ça vous concerne ou ça me concerne. Bonjour, ma fille réside en Israël depuis 10 ans et a la nationalité israélienne. Elle a un compte d'épargne au Luxembourg. Faut-il le déclarer au fisc israélien? Si oui, comment peut-elle le faire rétroactivement? C'est Alors, écrit rétrospectivement, mais je pense rétroactivement et quel formulaire? Donc, Nathaniel, je vous ouais, donne la parole. ça, c'est plutôt du côté israélien. Alors, effectivement, Voilà. pendant les 10 premières années, comme on l'a dit, c'est l'ancienne loi, enfin, c'est la loi actuelle qui est en vigueur, donc il n'y a pas besoin de le déclarer pendant les 10 premières années. À partir du moment où vous terminez donc les 10 premières années, donc à la 10e année, si vous voulez, il y a effectivement l'obligation de déclarer ce compte épargne. Il faut présenter une déclaration fiscale, donc c'est un formulaire 1301. Il faut présenter donc la déclaration fiscale au fisc israélien. Et s'il y a des intérêts, il faut payer 25% d'impôts sur les intérêts sur ce compte. Et si vous avez également une déclaration de patrimoine à faire parce que vous avez un dossier qui nécessite, à ce moment-là, il faudra inclure également ce compte d'épargne et puis tous les autres avoirs et actifs que vous pouvez avoir en dehors d'Israël dans cette déclaration de patrimoine. OK? Et je vois, il y Donc, avait une question, je crois, de Eric. une petite précision. À partir de 2026, ce sont les gens qui vont faire leur alia à partir de 2026 qui doivent déclarer leur Oui. patrimoine. C'est à partir Alors, de 2026 que tout le monde devra déclarer son patrimoine. la loi, c'est une bonne question. Les personnes qui ont fait leur alia avant 2026 et qui évidemment termineront leurs 10 ans à un moment donné, eux devront de toutes les manières déclarer comme c'est la loi actuelle. Les personnes qui ont fait leur alia après 2020, avant 2026 et qui sont encore dans leurs 10 ans, selon la position du fisc israélien, n'auront pas besoin de déclarer leurs actifs à l'étranger. Donc a priori pour eux, rien ne change jusqu'à la fin de leurs 10 ans. Mais, et c'est là où je mets une petite étoile assez grande quand même, c'est les banques. On connaît le système bancaire en Israël, on sait que très souvent ils vont faire preuve d'un petit peu d'audace et qu'ils vont souvent chercher à couvrir leurs arrières pour parler gentiment. Donc, c'est fort probable que malgré le fait que la loi autorise les personnes à l'étranger de ne pas déclarer, par exemple, je vais aller exprès dans un cas un peu agressif, mais imaginons une personne a constitué une société à Chypre et se paye tous les mois, tous les 3 mois, sous forme de dividendes via cette société chypriote. Eh Je ne parlais bien, pas de je parlais de patrimoine. patrimoine et revenus, c'est la même chose, hein. Après 2026, ce sera exactement pareil. Les banques israéliennes risquent de demander malgré tout de même une déclaration fiscale où la personne aura inclus son patrimoine ou ses revenus étrangers, tant bien même cette personne aura fait l'ALIA avant janvier 2026. C'est-à-dire que le fisc israélien ne l'exigera pas, mais je pense que les banques israéliennes, pour éviter de prendre le moindre risque potentiel avec la loi contre le blanchiment d'argent, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les impôts en Israël, il y a aussi ce qu'on appelle Albanaton, c'est l'autorité contre le blanchiment d'argent, et c'est fort probable que les banques israéliennes décident d'élargir l'instruction fiscale et de demander à toute personne après janvier 2026 de déclarer ses revenus et ses avoirs. Alors d'ailleurs, j'amène une précision importante. La loi dont vous parlez en Israël, quand on regarde aujourd'hui les pays liés par les échanges qui à l'origine ne concernaient que l'OCDE, c'est aujourd'hui un principe qu'on voit quasiment d'application dans beaucoup de pays. La Thaïlande l'a appliqué depuis le mois de janvier, c'est-à-dire obligation de déclarer les revenus. Pourquoi? Parce que c'est avant tout une disposition anti-blanchiment. Voilà, anti-fraud law. Donc, il faut bien comprendre que je pense que ça va donner quelques idées après au fisc israélien. Faut pas être naïf, hein. Quand vous ouvrez les vannes de l'information, il y a un moment, ils vont y aller. Alors bon, mais la décision qui est même un peu tardive hein, côté israélien, parce qu'on le voit dans plusieurs autres destinations. Euh, c'est lié à des demandes insistantes de l'OCDE dans le cadre de l'échange automatique. Aujourd'hui, on va dire, allez, à 3 ans, hein, on va dire à 2027, je pense qu'il sera impossible de passer entre les mailles du filet. Pour être Les clair, personnes, parce qu'aujourd'hui, chacun se cache derrière son petit doigt, notamment en disant, ben, tiens, mon banquier m'a pas vu ou je vais pas le voir. Sauf que le banquier, il y a un moment, il va vous demander le truc le plus facile, le plus,
classique, il va vous dire je veux la déclaration d'impôt. Et il Oui, va mais pas se contenter de dire ah, vous êtes israélien depuis 25 ans, vous vivez en France. Si vous avez 10 certificats et encore moins de déclaration d'impôt, et pourquoi les banques vont vous le demander? Parce que tout simplement, aujourd'hui, et dans tous les pays, dans beaucoup de pays, on va dire, connectés à des systèmes économiques capitalistes, la banque est aujourd'hui un intermédiaire de l'administration fiscale et des organismes de réglementation pour aller chercher les informations, et si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité. Et le banquier a horreur d'engager sa responsabilité. pour être clair, je voudrais poser la question à Nathaniel. En termes clairs, ça veut dire que quelqu'un qui a fait son alia en 2019, il n'a pas à faire de déclaration de patrimoine avant 2029 si la banque ne le lui demande pas. Tout à fait. C'est ça. Tout à Maintenant, fait. le fisc peut lui demander quand même, Nathaniel, puisque Le fisc peut le demander à tout moment. Si le fisc le demande avant 2026, on ne mettra que les actifs israéliens. Pour cette personne-là spécifique, si le fisc le demande avant 2029, on ne mettra que les actifs israéliens. Si c'est pour cette personne spécifique, la banque le demande après 2029, ou bien la banque le demande entre 2026 et 2029, On il ne parle faudra, parle pas d'après 2029. voilà, Entre aujourd'hui et 2029, il n'y a voilà, pas seul selon le échange. fisc, non, selon la banque après 2026, comme le dit Georges, très probable qu'il y ait un changement. Et je vous avais également résumé, alors ceux qui veulent le recevoir, je vais juste partager mon écran. On va faire comme ça. Hop, je sais pas On peut si vous les voyez. envoyer. Ceux qui veulent le recevoir, je pourrais envoyer si vous voulez ce petit texte. C'était un résumé, si vous voulez, de la nouvelle loi. Parce que j'ai vu Eric qui a posé une question. Combien de jours, etc. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. Pour ceux qui veulent le recevoir, n'hésitez pas à vous signaler auprès de Rachel. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer par mail. C'est voilà, un petit article, juste histoire de vous expliquer ce sera quoi la nouvelle loi qui va passer pour le critère de résidence. OK? Les banques, on peut les envoyer balader quand même. Essayez. Et soyez prêts à changer de banque. Il faut bien comprendre une chose. En Israël, le banquier, le directeur de banque, et c'est pareil, je pense, dans les autres pays, c'est lui-même le responsable. C'est pas la banque Discount, c'est pas la banque Mizrahi, c'est pas la banque Poalim. C'est le directeur de votre agence spécifique. Il prendra aucun risque pour personne. Il n'ira pas en prison à votre place et il n'ira Mais pas je en ne prison peux avec vous. pas lui répondre qu'avant 2029, la loi On ne. peut toujours essayer. On peut essayer. Aujourd'hui, c'est une présomption de ma part, hein. Je suis pas certain que les banques iront actionner cela. Cependant, ils pourront essayer toujours. On sera en mesure de leur répondre et on pourra toujours défendre le dossier. Sachez simplement que je pense que les banques vont aller s'engouffrer par la grande porte, en sachant que la transformation fiscale va plutôt vers cette destination. Donc, je pense que les banques vont aller essayer d'activer ce levier. À nouveau, on verra bien d'ici un an et demi, comment on est accueilli par les banques. Dictature des banques. Permettre une petite question, s'il vous plaît, Olivier Rosenthal. Oui, oui, Olivier, allez-y. J'ai peut-être raté l'info quand vous l'avez donnée. J'ai bien compris les conditions pour obtenir le document. J'ai en revanche pas compris comment, auprès de qui, on peut l'obtenir. Est-ce qu'il y a une demande à faire en ligne? Est-ce que c'est par mail, par téléphone? Est-ce qu'il faut se déplacer? Dites-moi. Pour le moment, il n'y a pas de plateforme qui centralise la demande. Chaque personne doit aller au centre d'impôt qui le concerne. Alors, je commence par la fin. Nous-mêmes, on le fait pour vous, hein. Si vous êtes intéressé et que vous voulez éviter toutes les démarches, on peut le faire. Si vous préférez le faire seul, il faut aller au centre d'impôt de la ville qui vous concerne. Donc, à Tel Aviv, c'est en face d'Azrieli. À Jérusalem, c'est à Givat Shaoul. Enfin, voilà, chaque bureau d'impôt, chaque Ok. administration Ok. a son bureau. Et il faut aller là-bas demander à parler avec la personne responsable de l'émission des certificats de résidence. Ok, très clair. Il n'y a pas malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de plateforme qui centralise ces éléments. Et en hébreu, ça s'appelle comment? Comment? Ishur Toshavut Mas. Ishur Toshavos. Ok. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alex, l'IA va-t-elle réutiliser? Oui, c'est déjà le cas. L'intelligence artificielle est évidemment utilisable et utilisée en Israël, pas que pour
repérer les terroristes à Gaza, mais également pour repérer les personnes qui ne remplissent pas toutes leurs obligations. Bonjour, j'ai aussi une question. Moi, il est probable que je parte en juin pour faire mon alia. Donc, il reste, enfin, au niveau de la déclaration, je serai résident fiscal en France pour toute l'année 2024 ou je Alors devrais. non, parce que la France applique une règle qui, par exemple, n'est pas celle de l'Italie ou de l'Espagne. C'est-à-dire que on cesse d'être résident fiscal le jour où on pose le pied dans le pays de destination. Mhm. Alors, quand on pose le pied en Israël, on va être résident fiscal israélien à compter de ce jour d'arrivée. Et donc, sur votre déclaration de revenus française de 2024 faite en 2025, il faudra souscrire ce qu'on appelle deux déclarations, mais en vrai une avec une typologie un peu particulière. Une qui concerne les revenus de source française, on va dire de source mondiale, entre le 1er janvier et votre date de départ, puisque vous êtes résident fiscal français avec une imposition mondiale, et à compter de votre arrivée en Israël, une deuxième déclaration. Alors, elle est obligatoire à être souscrite même si vous n'avez pas de revenus de source uniquement française. Donc, contrairement par exemple à l'Italie où on vous renvoie, on vous devez déclarer la totalité des revenus du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on a vraiment, nous, on joue sur la réalité. Après, pourquoi l'Italie et les autres pays font ça? Parce que dans la définition de la résidence fiscale, ils disent on va aller voir si vous venez et que vous voulez être résident fiscal, il faut qu'on vous impose sur la totalité de l'année en prenant par exemple notamment la durée du séjour. En France, on est pour cela plus pragmatique. On évite une double imposition qui en plus est évitée généralement par la convention fiscale. Alors, Et de la même manière, en Israël, je voilà. devrais, à partir de juin, faire deux déclarations, ce que j'ai, mes revenus avant juin en France et puis mes revenus à partir de juin en Israël. Non, en Israël, vous devrez faire une seule déclaration au mois d'avril 2025 pour l'année 2024. Mais dans cette déclaration, je précise, on est avant 2026, vous ne devrez inclure que les revenus produits et générés depuis Israël. Si vous êtes encore actif et que vous travaillez, que vous avez une société, etc., je vous rappelle que la valeur du travail que vous allez réaliser depuis Israël doit obligatoirement être déclarée en Israël. Si vous êtes salarié israélien, la question ne se pose pas, l'impôt va être prélevé à la source par votre employeur. Si par contre vous avez une société en France ou bien vous êtes actif avec des prestations, etc., à ce moment-là, il faudra créer une société israélienne qui viendra facturer soit votre société française si vous ne pouvez pas dire à vos clients finaux que vous êtes en Israël, soit directement vos clients finaux si jamais il n'y a pas de problème d'antisémitisme ou autre. Et par rapport à votre question, c'est important de préciser qu'en Israël, ils voient le jour auquel vous êtes arrivé en Israël. C'est-à-dire le jour qui sera inscrit sur la Théouda Tolé, ça sera à partir de ce jour-là que les 10 ans vont débuter. C'est-à-dire si par exemple vous êtes venu le 1er juin 2024 en Israël, le 1er juin 2034, à partir de ce moment-là, la première période où vous devez déclarer également ce que vous avez en dehors d'Israël, ça sera du 1er juin 2034 au 31 décembre 2034. C'est-à-dire en Israël aussi, on voit exactement vraiment le jour où les gens finissent. Donc, le jour est important, c'est le jour qui est inscrit sur la Théouda Tolé.